ce soir à 20h35 sur RFO. Bassis rouge et tricot vert, quel est le marin qui n'a pas parfois avec angoisse répété ce moyen mnémotechnique au moment de rentrer dans une passe entre la carte mer et les permis côtiers et hauturiers, entre la navigation loisir du week-end comme celui très long que nous allons entamer au métier de la mer qui ont sur le territoire leur propre école. C'est, vous l'avez bien sûr deviné, une émission spéciale consacrée à la mer à l'occasion bien sûr du guide du lagon 95. Nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler 45 minutes donc ce soir avec des professionnels, des vendeurs aux législateurs, des navigateurs aux baroudeurs, de la mer loisir à la sécurité en passant par la protection des lagons. C'est ce que nous vous invitons à suivre ce soir avec bien sûr la participation du public et de Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir, vous avez fait le tour de tous les invités presque et du public. Il y a également des élèves de l'école des métiers de la mer. Qui ont retardé leur week-end. Sans oublier votre présence. Vous, oui, vous pouvez nous appeler au 27 04 00, je répète, 27 04 00 pour poser vos questions pendant ces 45 minutes en direct dans Havana. Et c'est à vous Thierry avec votre premier invité. Je crois savoir que c'est Éric Jambon. Absolument, l'un des concepteurs. Éric, bonsoir. Vous êtes l'un des co-auteurs de ce guide Lagon 95 et comme beaucoup le soulignaient en régie, il y a peu de marins au féminin. Vous qui avez travaillé sur ce guide du Lagon 95, c'est aussi une remarque que vous avez faite? C'est vrai que le domaine des professionnels est essentiellement tenu par des hommes. Maintenant, l'école des métiers de la mer également est au masculin ce soir, mais peut-être qu'on va trouver, je ne sais pas, dans certains secteurs, plus de femmes. Je pense dans la planche à voile, par exemple, dans des secteurs de loisirs, là on trouve beaucoup plus de femmes. Plongée bouteille ou tout ce qui touche à d'autres secteurs, peut-être que la vente qui est quelque chose de plus spécial. Mais allez savoir. En tout cas, Christian Blanchard, tout à l'heure, nous répondra peut-être et nous dira pourquoi les femmes sont encore peu nombreuses à pratiquer des métiers de la mer. Éric Jambon, on va le voir sur ces images, le guide du Lagon 95, entre la brochure et le magazine d'information et la brochure administrative, un peu le magazine touristique. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez écrit dans votre guide du Lagon 95, c'est ce qui se passe réellement sur les lagons, ou au contraire, vous êtes en déphasage complet? Je vous vois sourire. Non, c'est une ébauche, on n'est jamais complet, on a un nombre de pages limité, on essaie de faire passer un certain nombre d'informations, on essaie de familiariser tous les utilisateurs du lagon. Bon, il y a des personnes qui le connaissent parfaitement, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et il y a également tous les plaisanciers pour qui c'est nouveau, qui arrivent sur le territoire, qui du jour au lendemain font l'acquisition d'un bateau et qui n'y connaissent rien. Nous, on en a fait partie. On apprend au fur et à mesure, mais bon, s'amarrer au ponton de l'Ilomètre, par exemple, soit on va au bruit, soit on fait la finition comme on peut. C'est pas donné à tout le monde de savoir aborder ou de savoir mesurer le vent, de savoir faire une approche correcte, etc. Alors, les enfants dès l'âge de 3-4 ans vont dans l'eau, vont en mer. Il est normal, il est naturel que tout Calédonien qui se respecte ait son bateau et navigue dès 20-22 ans. Est-ce que ça devient une deuxième nature ? Bon, c'est offert à tout le monde, mais il faut avoir un certain nombre il y a un certain nombre de règles à respecter. C'est comme tout objet, enfin comme toute chose, il faut l'aborder de façon prudente. On peut avoir accès, les motomarines par exemple, pour en parler, c'est à partir de 16 ans. Il y a un certain nombre de choses. Les bateaux, c'est accessible à tous les adultes, mais même si ici, la législation est un peu différente de la métropole. Alors justement, créer, écrire, il y a l'autre auteur de ce magazine est avec nous dans le public, écrire un ouvrage sur la Calédonie, sur le guide du lagon. Est-ce que ce guide, il est valable en province nord et il est valable dans les îles? Est-ce que chaque province a sa spécificité en regard de la mer? Est-ce que le territoire, les départements d'outre-mer ont des spécificités différentes les unes des autres? On a écrit ça uniquement pour le territoire, bien entendu. On a toutes les marées de Calédonie. Bon, on a donné deux ports essentiellement, donc Nouméa et Thio. Il y a un tableau de calcul des marées, quel que soit le lieu où l'on est, si on veut donc aborder, savoir quelle est la marée basse, la marée haute. Mais c'est entendu que c'est spécifique au territoire. Donc ce qui se passerait dans d'autres zones, le lagon
différent à Tahiti, ça serait totalement autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est la référence pour les plaisanciers en Calédonie? Est-ce que tous ceux qui utilisent un bateau pour la pêche, pour le loisir, je vous vois sourire, c'est devenu la référence? Est-ce qu'il y a tous les éléments regroupés par les administrations, par les revendeurs, par ceux qui sont concernés par la mer? C'est différent, c'est complémentaire. Il y a eu d'autres parutions. Nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est autre chose. C'est pas la peine d'imprimer et de faire un magazine si c'est pour répéter ce que font les autres. Ce qu'on a voulu, c'est apporter donc d'autres informations, apporter au niveau législation, apporter au niveau catégorie, tableau d'armement, etc. Apporter les zones d'approche au niveau des navires, quels qu'ils soient, de la côte. Enfin, apporter tout un ensemble de détails qui était en même temps différent de la première édition qu'on avait sortie en 94. Tiré à combien d'exemplaires en 94? Pareil, même tirage, 12 000 exemplaires, distribués gratuitement partout, à disposition de tous les plaisanciers, mais même d'autres personnes qui cherchaient uniquement les loisirs liés à la mer et qui ont dedans d'autres adresses. Ce qu'on voulait, c'est apporter donc d'autres éléments différents de l'année dernière et puis différents de tout ce qu'il y a pu y avoir dans toutes les parutions cette année ou les années passées. Est-ce que le guide du lagon 95 va continuer ou va s'arrêter? Est-ce qu'il va étendre ses activités? Parce qu'il va créer des petits guides dans les îles et dans le nord? Il y aura sans doute une version 96 et puis elle apportera d'autres choses que la version 95 et puis elle s'ouvrira un peu plus effectivement à la brousse et puis voir les îles éventuellement. Est-ce que la mer, tout le monde la maîtrise bien? Est-ce que d'une manière générale et pour terminer, est-ce qu'on la connaît si bien que ça? Hier encore, enfin non, aujourd'hui, le titre dans les nouvelles, on l'a vu, c'était justement un accident en mer. Bon, ça s'est bien passé pour toutes les personnes qui étaient à bord de l'embarcation, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans toutes les sorties au niveau du lagon. Le comité de rédaction qui a travaillé à cet ouvrage, le guide du lagon 95, est-ce que vous avez connu éventuellement, est-ce qu'il y a eu des sujets tabous? On ne touche pas. Est-ce qu'il y a des sujets qui concernent la mer dont il ne faut pas parler? Non, il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a une sélection obligatoire à partir du moment où on a une pagination imposée, et puis on ne peut pas tout dire, donc les thèmes qui n'ont pas été abordés cette année le seront l'année prochaine, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut prévoir éventuellement une version en anglais pour tous les navigateurs, les baroudeurs qui font le tour du monde, qui s'arrêtent dans les marinas et qui peut-être aimeraient avoir les spécificités du territoire? C'est l'objet d'un projet précis qui va voir le jour, mais pas sous cette appellation-là. Bien, merci Eric d'être avec nous. Ça, ce magazine, ce guide, on le trouve où? Partout? Chez tous les professionnels de la mer, à Castillage, concessionnaires bateaux, également chez toutes les sociétés de services qui se sont prêtées en tant qu'annonceurs dans ce magazine. Bien, en tous les cas, merci, vous restez bien sûr avec nous. Vous pouvez bien sûr intervenir, comme le disait Martine, au 27 04 00. La surveillance du lagon, c'est l'une des priorités de ce territoire. Je vous invite à retrouver un sujet qu'avait réalisé Michel Kemener à Pouet, la surveillance du lagon, et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si mal que ça. Reportage, merci. Les nuits sans lune aux contrebandiers, les nuits de pleine lune aux braconniers. Des esprits roteurs avaient dit au service de protection du lagon « Vous n'arriverez jamais à empêcher un broussard de braconner ». Le commandant Deck et son équipage, avec le concours de la gendarmerie, ont pourtant réussi là où on leur prédisait l'échec cuisant. De jour comme de nuit, ils ont fouillé les estuaires, ratissé les hauts fonds, scruté les patates, longé le grand récif, sans trouver le moindre contrevenant. Pas la plus petite scène, aucune ligne de fond, les fusils sous-marins au râtelier, les éperviers ramassés. À défaut de braconniers, les gendarmes ont repéré quelques imprudents. Gendarmerie nationale, je vais vous demander de stopper. Vous imaginez bien que s'il y a les gendarmes qui passent à côté de vous en faisant des signes, vous avez du poisson, vous avez des objets de chasse, des fusils. Dans le sac vert, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez me faire voir, s'il vous plaît? Non, je ne vois pas les gilets de sauvetage et l'équipement de sécurité, là. Non. Et vous viendrez à la brigade de gendarmerie de Bourail me présenter le matériel de secours. Les îlots situés dans la réserve ont également été contrôlés. Là, force est de constater que l'interdiction des feux est loin d'être respectée. Et la pêche continue, les reliefs de poissons témoignent. La mer est calme, le temps superbe, on part souvent le matin avec insouciance. La patrouille va intercepter une plate qui transportait 9 personnes sans le moindre équipement de sécurité. Vous avez passé la nuit ici? Non, on vient d'arriver. Vous savez que vous êtes dans une réserve? Oui. Une réserve marine? Oui. La chasse et la pêche sont interdites? Oui. Très bien. Alors, on
va aller plus loin. Vous avez du matériel de sécurité pour tout le monde, notamment des gilets de sauvetage. Je vois que vous êtes nombreux là. Vous n'avez rien? Et les enfants, s'ils tombent à l'eau en pleine mer, si vous sombrez pour une raison ou pour une autre, ça se passe comment alors? Pour cette fois, c'est le coup de semonce. Bientôt, il faudra payer. Autre forme d'insouciance, des plongeurs évoluant juste sous la surface, sans le moindre pavillon, signalant leur présence entre deux Vous eaux. devriez mettre le pavillon Alpha sur votre bateau. Hein. Alpha, c'est un pavillon bleu et blanc. Hein, quand vous mettez ce pavillon, ça signale que vous êtes en bouteille ou en apnée sous l'eau et que toute embarcation ne peut passer qu'à 300 mètres de vous. Donc vous évitez l'accident. C'est nouveau ça, non? Non, c'est international. C'est appliqué sur le territoire? Nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand il y va de sa propre vie. Plus prudent et parfaitement en règle, ce couple de photographes. Je vois que vous avez du matériel de secours, au moins le gilet, c'est déjà bien. On vérifie que vous n'ayez pas de matériel de chasse comme on a. Non, rien du tout, pas un coquillage. On prend juste des photos. Bon, ben, c'est parfait. C'est très bien. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Inlassablement, les anges gardiens du lagon patrouillent. Rien ou bien peu de choses ne leur échappe. Une astreinte, diront les uns, un bienfait, diront les autres. Le lagon a besoin de se régénérer si l'on ne veut pas le voir rapidement transformé en désert. Voilà, et les réactions, vous les entreapercevez sur votre écran, étaient nombreuses sur le plateau, quelques sourires, quelques rires francs sur ce reportage sur la surveillance du lagon Apoé, réalisé par Michel Kemener. Les affaires maritimes, c'est quoi? Des bords de plage au grand large, nous recevons l'adjoint du chef des services des affaires maritimes, Philippe Mauche, bonsoir. Bonsoir. Merci au SARIA d'avoir accepté cette invitation aussi rapidement. Alors, les affaires maritimes, tutelle de l'État, est-ce que très rapidement on peut faire un historique? Est-ce qu'il y a eu des grandes dates dans l'histoire française sur son regard, sa manière d'aborder la mer? Absolument, c'est une administration ancienne puisqu'elle a vu le jour sous la direction de Colbert, donc au XVIIe siècle, une ordonnance de 1681, largement commentée par un juriste qui s'appelait Valin, a mis en place ce qu'on appelait à l'époque l'inscription maritime et qui s'est appelé l'inscription maritime jusqu'au début de ce siècle. Les affaires maritimes, une terminologie un peu plus moderne et peut-être plus en rapport avec le développement des activités de la mer. L'augmentation des bateaux qui circulent sur les océans des planètes, l'augmentation donc des navigateurs, les besoins économiques ont fait que la mer a complètement, radicalement changé pour les gens. La mer n'a pas changé dans les habitudes des nations puisque les nations ont commencé à commercer par la mer. Par contre, la mer a changé de nombreuses habitudes dans les loisirs des gens. Les gens se sont tournés vers la mer de plus en plus nombreux. La démocratisation des loisirs nautiques, la mise sur le marché d'un certain nombre de produits neufs et attractifs ont fait que sur tout le littoral français, mais comme à l'étranger également, se sont développés les loisirs nautiques, et en particulier depuis les 20 dernières années. Et puis cette fin de siècle a vu arriver, comme vous le disiez, de nouveaux engins sur les mers, ces fameux scooters, les loisirs, et surtout, peut-être par une médiatisation importante, par certains films ou par certaines compétitions mondiales, la vitesse sur l'eau. Est-ce que c'est pour vous une notion nouvelle pour les affaires maritimes de gérer aussi, en plus maintenant, sur l'eau la vitesse? Non, pas vraiment. Les notions de vitesse existent dans la réglementation depuis longtemps. Il est certain que le développement de certains engins et leur mise sur le marché de plus en plus nombreuse, ces engins étant propulsés par des moteurs puissants, allant vite, les gens aimant bien aller vite sur l'eau comme ils vont vite sur la neige ou sur la glace, ma foi, on a vu se développer ces engins nautiques à moteur, puisque c'est le vocable qui regroupe les scooters de mer, les jet skis et autres engins de ce type. Et certains, ma foi, profitent de la puissance de ces engins pour s'adonner à la vitesse sur l'eau. Alors avant de prendre quelqu'un au téléphone justement pour ces fameuses réglementations, j'aimerais qu'on termine d'une manière beaucoup plus générale. L'Europe de la mer, est-ce qu'elle se construit avec la Calédonie? Est-ce que l'Europe de la mer, c'est une réalité? Il existe le code pénal, est-ce que le code de la mer existe?
Il n'existe pas véritablement un code de la mer. Il existe des conventions internationales qui sont applicables sur tout le globe, sur toutes les mers du globe, mais il existe à côté de cela ce que l'on appelle le droit interne, donc élaboré par chacune des nations et applicable à ses navires et à l'intérieur des eaux qui sont placées sous sa juridiction. Alors pour vous, dernière question générale, pour vous, vous travaillez du grain de sable au grand large, vous travaillez où exactement ? Nous travaillons sur l'eau de mer, alors par délégation ou sous l'autorité plutôt du délégué du gouvernement, ouais. Représentant l'État, puisque tout ce qui se passe sur l'eau, que ce soit la circulation des navires, leur sécurité, les matériels qui doivent être à bord, plus généralement la sauvegarde de la vie humaine en mer, est une compétence relevant de l'État. D'accord. Votre priorité, c'est quoi ? C'est la sécurité, c'est la protection, c'est l'économie de la mer ? En ce qui me concerne personnellement, ce serait plutôt la sécurité de la navigation et la sécurité des navires, puisque c'est principalement l'occupation qui est la mienne ici en Nouvelle-Calédonie. Les affaires maritimes s'occupent de tout un tas d'activités qui vont de la gestion de la ressource halieutique, la gestion des gens de mer, leur formation, puisque nous assurons le contrôle des programmes qui sont dispensés dans les écoles de formation maritime. Et il y a aussi le suivi de la sécurité des navires, c'est-à-dire de leur construction à leur mise à l'eau et tout au long de leur vie de navires de mer. Bien, on va se tourner vers le téléphone. Je crois que Martine Kelquet est avec nous. Sur la réglementation des engins à moteur. Madame, c'est à vous, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où ? De Nouméa. D'accord. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il existe, oui ou non, une réglementation pour ces engins à moteur, jet ski, etc. Tout à l'heure, vous parliez de la puissance, mais il y a aussi le bruit. Et quelle est l'autorité, s'il existe une réglementation, quelle est l'autorité qui doit faire respecter tout ça ? Alors, est-ce que c'est compétence État avec vous, les affaires maritimes, ou est-ce que c'est peut-être compétence du service de la mer avec M. Farman, qui sera avec nous tout à l'heure ? Bonsoir madame, je vais essayer de répondre assez rapidement à votre question qui est très très complète. D'une part, ça relève de la compétence de l'État, puisque la police de la navigation est une compétence à la charge du délégué du gouvernement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les actions de l'État en mer. Et le terme est joli. Voilà. Les actions de l'État en mer. Le délégué dispose d'un certain nombre de moyens qui interviennent ici en Calédonie comme sur les autres littoraux français, par l'intermédiaire soit de la Marine nationale en haute mer, soit de la gendarmerie maritime, voire de la police nationale dans la bande côtière et principalement ici dans le lagon. Il existe également d'autres intervenants qui pourraient concourir à ce type de contrôle, mais en ce qui concerne la police du plan d'eau, la police de navigation, c'est principalement des autorités relevant de l'État. Alors pour répondre à cette dame, en effet, il existe une réglementation concernant les engins nautiques à moteur, puisque c'est le vocable qui regroupe les jet skis, les wet bikes et autres scooters de mer. Ces engins nautiques à moteur sont considérés comme des navires, à savoir qu'ils doivent être immatriculés. Les personnes qui les pilotent doivent au moins avoir l'âge de 15 ans. Donc on ne peut pas piloter un jet ski si on n'a pas 15 ans révolus. Et entre 15 ans et la majorité légale, il faut être accompagné. Ça, c'est une première chose. Ces engins immatriculés sont considérés comme des navires, ce qui les oblige à respecter les mêmes règles de circulation et de vitesse, bien entendu, que les autres navires qui circulent aux abords de nos côtes. Alors, avec ou sans permis ? C'est la question. Je m'attendais un peu à votre question. Il est certain que la Calédonie se trouve dans une situation un petit peu particulière par rapport aux autres zones du littoral métropolitain, voire du littoral des départements d'outre-mer, puisque le permis de conduire les navires de plaisance à moteur n'est pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Ça ne veut pas dire que tout le monde pilote sans permis. Il y a chaque année plus de 300 personnes, c'était le cas en 1994, qui se présentent à l'examen du permis de conduire les navires de plaisance à moteur, et 315 personnes l'ont obtenu l'an dernier. C'est donc une indication qui tendrait à prouver que beaucoup de gens souhaitent naviguer en ayant appris. Oui, mais souhaitent naviguer, c'est une démarche personnelle ou c'est peut-être appuyé par certains assureurs qui leur conseillent fortement
de passer le permis s'ils veulent voir leur bateau assuré? Pour bon nombre d'entre eux, c'est, je pense, une démarche personnelle. Par contre, rien n'interdit de penser que certaines compagnies d'assurance proposent des primes plus intéressantes si la personne est titulaire du permis de conduire. Bien. Très rapidement, pour terminer, comment vous envisagez le 21e siècle de la mer? Ah, ça, c'est une belle question. Eh bien, je l'envisage sous la forme suivante, la prévention par l'information. Et c'est en ce sens que je rejoindrai un peu ce que disait M. Jambon tout à l'heure. Ce guide est un excellent vecteur de l'information, c'est une bonne entrée en matière. Il ne fera pas de quelqu'un qui n'a jamais vu la mer un marin. Par contre, il lui permettra d'avoir présent à l'esprit un certain nombre de conseils élémentaires nécessaires pour bien prendre la mer. Je crois que c'est un premier pas important. Ça ne suffit pas. Naviguer sans savoir, c'est vivre sans s'en douter, disait un écrivain célèbre. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette maxime. Bien, en tous les cas, merci. Vous restez avec nous, on va se retourner vers Martine qui est un invité parce que la mer, c'est aussi la navigation, comme diraient les Polynésiens, avec les étoiles. Les étoiles, c'est la météo. Martine, c'est à vous. Oui, à côté de moi, j'ai M. Jean-Pierre Macvec. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes directeur régional de Météo France? Est-ce que vous avez un commentaire à apporter sur ce que vous avez entendu d'abord? Non, sauf que les étoiles, c'est pas tout à fait la météo. Mais à part ça, non, j'ai pas de commentaire particulier. Alors, la météo sur le territoire, c'est depuis quand? La météo sur le territoire, ça date depuis très longtemps, puisqu'on a retrouvé des mesures de température à Nouméa qui dataient de 1850. Donc c'est très ancien. Pour vous, quelle est la place de la météo vis-à-vis des plaisanciers? Il me semble qu'elle est un petit peu évidente. Le temps qu'il fait conditionne d'abord la réussite d'une sortie en mer, c'est tout à fait clair. Et puis éventuellement la sécurité. Il y a le vent qui peut très vite rendre les choses dangereuses. Alors justement, avec les moyens que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de prévoir suffisamment à l'avance un coup d'ouest, un cyclone ou une dépression? Alors je pense que pour les coups d'ouest et les cyclones, on a quand même beaucoup d'outils maintenant pour les prévoir. Il ne faut pas nous demander quand même trop de précision. Il ne faut pas vouloir des prévisions de vent quartier par quartier dans Nouméa ou Roland Garros, baie par baie. Roland Garros, ils font ça, oui, c'est vrai, oui. Mais ils ont un peu plus de moyens que nous. Et puis Roland Garros, c'est quand même plus petit, hein, c'est un seul site. Donc pour les cyclones, je pense qu'on est capable de donner des informations tout à fait pertinentes pour que les gens se mettent en sécurité. Aujourd'hui, il vous semble assez satisfaisant pour les plaisanciers. Vous donnez entière satisfaction aux clients? Je ne sais pas, mais dans nos bulletins que nous faisons 3 fois par jour, on a une rubrique qui s'appelle Vent moyen sur les lagons. J'ai le sentiment qu'elle est très écoutée. Hein. Nous avons des moyens de mesure. Maintenant, nous avons par exemple le vent en temps réel au phare Amédée. Nous avons une station automatique. Donc, toutes les demi-heures, on peut savoir exactement le vent qu'il y fait, savoir s'il pleut. Donc, on a quand même pas mal d'outils. Il y a des erreurs de temps en temps. Bien sûr. Alors, quel temps fera-t-il pour ce week-end? Ce week-end, malheureusement, ce ne sera pas du beau temps. Le vent, pour l'instant, qui va rester au sud-est, et puis à partir de dimanche, qui va certainement tomber, passer au nord-est, et un temps certainement assez maussade, avec de la pluie, peut-être même de l'orage. Alors, les conseils à donner aux plaisanciers avant de partir, avant de prendre la mer? Je crois que ce week-end, ce serait plutôt du côté de la visibilité qu'il faudra se méfier, parce qu'on a vu même cette semaine que quand il pleut, la visibilité peut être très faible. Hein, ça peut tomber à moins d'1 mille, donc on peut se perdre, tout simplement. Donc les gens, s'ils sortent, je crois qu'il faut leur conseiller un imperméable. Et puis se méfier de la visibilité. Ouais. Monsieur Macvec, très rapidement, pour terminer, quand on passe le permis avion, on apprend la météo, on apprend à lire une carte météo. Est-ce qu'il en est de même quand on apprend à naviguer, quand on passe un permis bateau? Est-ce que les plaisanciers savent réellement lire une carte? Je ne suis pas certain qu'il y ait une épreuve de météo dans tous les permis, mais je crois que c'est fortement conseillé. Et je crois même qu'eux-mêmes, dans tous les manuels, en tout cas, il y a un cours de météo. C'est tout à fait indispensable. Ouais. Bien, merci. Retour sur notre plateau avec les métiers de la mer. Vous êtes venu en force ce soir. Christian Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ce n'est pas évident aussi pour vous. Une école des métiers de la mer sur le territoire. Elle existe depuis combien de temps, cette école? Alors, cette école existe depuis 1991, début 91, mais remplace ce qu'on appelait avant le centre d'apprentissage maritime, qui lui avait été mis en place en 1967, mais qui ne formait que des apprentis marins et en cours du soir, effectivement, des gens qui pouvaient passer des brevets, je dirais, locaux
Alors, petit clin d'œil à ce début d'émission quand on disait peu de femmes marins. Ça commence. On a eu dans nos formations depuis 91 donc des jeunes filles qui sont venues préparer un certificat d'apprenti marin et ensuite qui ont passé des diplômes nationaux, genre permis de conduire les moteurs. Et actuellement, donc, par exemple sur le Manta, vous avez un marin, un matelot, qui est une femme et qui a sa place à bord et qui fait très très bien son travail. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à venir? On va demander à Martine de leur donner un micro. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à venir à cette école de la mer? Est-ce que c'est la médiatisation de ces navigateurs, de ces solitaires qui traversent le monde, qui font 530 miles en 24 heures en solitaire? Est-ce que ce sont ces gens-là qui intéressent les jeunes ou au contraire c'est le fait que dans une ville comme Nouméa, le chômage s'installe, le chômage se met en place et peut-être qu'il faut partir pour trouver du boulot, il faut aller sur les bateaux? Oui, je pense plutôt que pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'environnement mer qui est le premier appel, étant donné qu'ici, quand même, on a un potentiel au niveau navigation, pêche et autres. Donc, on a des jeunes qui viennent des îles, de la Grande Terre, de partout. Et donc, effectivement, ils ont un petit peu navigué, fait un peu de pêche et tout. Et ils s'aperçoivent, avec le développement actuel de la pêche industrielle, avec, par exemple, les bateaux donc, de naviment ou autres, ils s'aperçoivent qu'il y a une possibilité, peut-être, d'avoir un métier, une profession. Donc, ça les attire. Combien de jeunes sont à l'école et quelle formation concrète vous leur proposez? Alors actuellement, nous avons environ 24 jeunes à l'école. On propose, là actuellement, nous avons une formation qui a démarré, qui est une formation importante, puisqu'il y a une formation de chef de quart. C'est une formation de lieutenant de pont sur tout navire. Donc c'est une formation d'officier de la marine marchande. Ces jeunes, quand ils viennent chez vous, ils viennent à quel niveau d'études? Est-ce qu'ils sont rémunérés pour faire cette école? Est-ce qu'ils sont aidés? Alors, suivant le type de formation, si c'est une formation longue, effectivement, comme par exemple pour le chef de quart, nous avons fait une demande, ils ont fait une demande individuelle de bourse de formation territoriale. Mais pour les formations courtes, en général, ils ne sont aidés que pour l'hébergement et la restauration. Puisqu'on essaye, dans la majorité des cas, de responsabiliser un peu les jeunes, les gens. Et donc, on fait en sorte qu'ils se prennent un peu en charge et ne pas compter toujours sur un appui pécunier extérieur. Allez, on se tourne vers eux. Qui veut parler? Quel est le jeune qui veut intervenir? Jeune homme, levez-vous. Quel est votre prénom? C'est Manu. Manu, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Pourquoi pourquoi vous avez souhaité aller dans cette école de la mer? Ben justement, j'ai arrêté l'école en 3e, j'ai eu mon brevet, puis je voulais plus rien faire à l'école, quoi. Puis justement, j'ai entendu parler de l'école des métiers de la mer. Puis je suis allé m'informer, puis j'ai commencé à faire un CMP. C'est quoi un CMP? Un certificat de marin-pêcheur. C'était sur 6 mois. Ensuite, il y a eu un PCM, un permis de conduite des moteurs. Il y a eu en même temps un BNPS et puis le CRR, le certificat radio restreint. Après, j'ai dit, bon, il faut que je pousse un peu plus loin, je suis allé au capacitaire. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est dedans, on a envie de faire plein de choses. Ça dépend de la personne. Moi, j'ai envie de pousser jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, là, je suis en train de faire une formation de chef de quart, qui est un peu plus dure. Qu'est-ce que vous auriez à dire, Manu, à celles et ceux qui vous regardent ce soir, aux jeunes qui n'ont pas de boulot, qui aiment la mer et qui éventuellement seraient intéressés, mais peut-être n'osent pas? Justement, je leur dirais d'aller à l'école, parce qu'il y a des profs qui sont super géniaux, puis un directeur qui est bien, puis voici les formateurs qu'il y a là aussi, qui sont bien. Puis voilà, quoi. Est-ce que vous pensez, votre avenir, est-ce que vous pensez facilement trouver un boulot? Est-ce que l'école se charge aussi de vous trouver un travail ou ça, c'est quand même moins facile? Non, elle peut nous aider à trouver un travail. Elle peut. Pour trouver des embarquements sur des bateaux, il suffit de demander, puis s'il y a de la place, et puis suivant la volonté, quoi. Bon, en tous les cas, merci. Puis je crois que tous les autres vous saluent parce que vous avez été le porte-parole de ces jeunes ce soir. Merci. Christian, pour terminer, quel est le message que vous aimeriez faire passer? Peut-être un numéro de téléphone, une rentrée, d'autres ouvertures vers d'autres professions de la mer? Oui, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est de développer au niveau des jeunes de quartier peut-être la possibilité pour eux d'entrevoir de faire une profession ou carrément dans le quartier. Donc on va essayer de développer un petit peu ce style de formation. Mais c'est vrai qu'avec le potentiel qu'a la Calédonie, dans les îles, partout, il y a encore de la place. Mais effectivement, il faut que ce soit des professionnels qui prennent cette place. Bien. On se donne rendez-vous, puis on essaye de faire un vendredi une émission spéciale depuis l'école. Avec plaisir. 45 minutes sur l'école
des métiers de la mer. Dans les îles et la Grande Terre, vous avez déjà des antennes, des contacts? Oui, nous travaillons beaucoup. Nous avons fait énormément de formations. Nous travaillons beaucoup dans les îles et la Grande Terre. Je dirais même qu'on travaille à Wallis et Futuna, puisque l'année dernière, nous avons fait des formations là-bas et qu'on pense en faire encore cette année. Donc, je dirais que l'école est appelée à se décentraliser au maximum. Bien, en tous les cas, merci d'être avec nous. Comme le disait la chanson, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Je vous invite à retrouver un reportage d'archives, la pêche à la ligne à Gatop. Et puis juste après, nous parlerons avec cette fameuse campagne Protégeons le lagon avec le service de la mer de la province Sud. Merci beaucoup. Intense activité pour un samedi matin sur la plage de Gatop. À 4 heures, on procédait en effet au contrôle des quelques 14 bateaux inscrits au concours de pêche organisé comme chaque année par le syndicat d'initiative de Vaud. La vérification consiste essentiellement à contrôler que les glacières sont bien vides. Pour chaque embarcation, 3 membres d'équipage, 2 règles fondamentales. Premièrement, on ne pêche qu'à la ligne et deuxièmement, dans une zone comprise entre le plateau des Massacres et le grand récif de Gatop. C'est vers 9h30 que les premiers seront de retour, la pesée étant prévue pour 10h. Dès l'arrivée, comme à l'habitude, le premier travail consiste à enfiler l'ensemble des prises sur un fil de fer pour l'accrochage sur la balance. Enfin, vient le moment tant attendu de la pesée. Poids total, nombre de pièces et plus grosses prises, chaque équipe attend d'étendu ses résultats. L'évaluation a déjà été faite par tous ses habitués durant le trajet de retour. Les commentaires vont cependant bon train, car sur certaines zones, le poisson n'a commencé à mordre que vers 7h moins le quart. Au total, ce cru 94 restera dans les bonnes années. 561 kilos pêchés au total pour 409 pièces, avec quelques beaux spécimens de loches, de becs de canne et de bossus. Record en poids pour l'équipage Les Filous, au total 123 kilos 750 pour 20 pièces. La plus grosse prise revient à Lady Blue, avec une loge de 40 kilos, pêchée juste avant la coupée de l'Alliance. Petit clin d'œil enfin pour les derniers, dans le mille n'a rapporté en effet que 2 prises pour 2 kilos 750. Voilà, la pêche, bien sûr, la pêche c'est un autre aspect, mais vous imaginez bien qu'en ce week-end pascal, pour avoir des pêcheurs ce soir en direct, c'était impossible. Monsieur, vous êtes formateur, Nicolas, à Coppola, pardon, vous êtes formateur à l'école des métiers de la mer. Oui, je suis formateur pour tout ce qui est énergie propulsion, c'est-à-dire qu'on regroupe tout ce qui est moteur diesel, moteur hors-bord, hydraulique, installation frigorifique et autres, quoi, tout ce qu'on retrouve sur un bateau de pêche et sur un gros navire, bien sûr. Et vous vouliez intervenir? Pas spécialement, je voulais tout simplement rappeler que toujours dans le domaine de la sécurité, il faut toujours prévoir. On arrive souvent à avoir des gens qui nous demandent des conseils pour réparer leur moteur et autres, et on se retrouve avec des gros problèmes, de l'eau dans du gazole, de l'eau dans l'essence, du matériel qui est déjà largement obsolète et qui ne correspond plus déjà à ce qu'il y a à bord, quoi. Les rechanges ne correspondent pas. Donc il faut faire très attention à ça. Et la sécurité, comme on en parle tout le temps, on retrouve pas mal de choses sur les journaux, donc prévoyez, c'est la meilleure des façons de faire. Et ça arrive à tout le monde, croyez-moi. Richard Farman, bonsoir. Vous êtes chef du service de la mer à la province Sud. Oui, tout à fait. Le service de la mer, ça veut dire quoi? Quel est son rôle? Le service de la mer est une émanation de la provincialisation où les compétences en différentes matières ont été attribuées entre le territoire et donc les provinces, les nouvelles provinces. Les compétences de mon service étaient tout d'abord uniquement le développement économique de la pêche et de l'aquaculture. Et depuis 1991, toutes les questions d'environnement marin m'ont été également rattachées. Ça veut dire que c'est l'économie, c'est la protection et c'est le loisir? Non, pas trop le loisir. On s'occupe du loisir en ce sens que... Surveillance? Voilà, puisqu'on doit avoir une action de protection et de pérennisation des ressources, on s'intéresse à l'activité de plaisance de ce côté-là. On a mené plusieurs campagnes, on a édité certains guides que les gens ont pu voir puisqu'ils ont été distribués aux différents salons. Et là, en avant-première, puisque c'est le bon à tirer, le dernier des guides. C'est excellent, vous êtes très gentil. Je suis on va gentil, la montrer à la caméra. Qui est donc sur les réglementations en vigueur. Parce que on a un certain nombre de coups de téléphone chaque semaine concernant les réglementations, voilà, on le voit à l'antenne, qui sont reprises d'ailleurs dans le guide du lagon, puisque nous avons eu ils ont eu la gentillesse de nous laisser publier ces réglementations. Et le prochain de la série, rendez-moi ça, c'est le bon à tirer. J'en aurais besoin. Le prochain guide sera sur les réserves.
parce que, même chose, les gens ne savent jamais où sont les réserves, et donc on essaye de médiatiser un maximum cette information. Le service de la mer à la province sud, c'est combien de kilomètres carrés de mer, de lagons? C'est combien de plaisanciers? Alors le nombre de plaisanciers, parce que le nombre de kilomètres carrés, je ne le connais pas exactement. Le nombre de plaisanciers, on pense à peu près que c'est 60% de la flottille de bateaux immatriculés qui se monte à 10-12 000 bateaux immatriculés. Donc 60% de ces bateaux sont sur le Grand Nouméa. Donc ça représente quand même une présence, un effort de pêche, parce que beaucoup de plaisanciers pêchent, très considérable sur la périphérie du Grand Nouméa. Surveiller la mer, protéger la mer, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre approximatif par rapport à un budget, par exemple? Ça représente combien de personnes et ça représente combien d'argent? Nous sommes donc depuis tout récemment équipés d'un deuxième bateau. Donc nous avons 2 bateaux, ça représente 8 personnes à la mer, c'est-à-dire 8 équipages. Plus bien sûr tout le travail de bureau qui accompagne la gestion de 2 navires. Ces navires sont polyvalents, ils ne font pas que de la surveillance, ils font également des actions en collaboration avec les PAE des collèges. Je pense à M. Grondin, Christian Grondin. Tout à fait, Magenta. Nous travaillons aussi avec Rennes Tabor à Boulary. On essaye d'intégrer au mieux les actions de ces PAE qui veulent avoir fenêtre sur mer. Beaucoup de questions. Perspective dans les 10-15 prochaines années, c'est quoi? C'est la mer, vitrine de la Calédonie, c'est inciter à la recherche, faire venir des chercheurs d'autres pays pour visiter notre lagon, pour faire des recherches dessus, c'est créer de nouvelles réserves? C'est une question à plusieurs tiroirs. Oui et non. Oui, je pense que de toute façon, le développement de la Calédonie est indissociable de son lagon. Ça, je crois que tout le monde en est persuadé. Donc, il s'agit de mettre en place une stratégie plus qu'une politique d'aménagement qui soit cohérente avec l'environnement. Le tourisme, bien sûr, les touristes ne viennent pas voir des dépotoirs. Donc, il faut absolument protéger l'image entière de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, pour ce qui est des réserves, les réserves sont un moyen bien particulier à des fins bien particulières. La prolifération de réserves ne doit pas remplacer des vraies mesures de protection. Bien. Et ça coûte aussi très cher à surveiller, pour revenir à votre question d'avant. Bien. Martine, je crois que vous vouliez... Une question dans le public, monsieur, oui. Allez-y. On parlait vitrine de la Nouvelle-Calédonie concernant les fonds marins. Est-ce qu'il y aura quelque chose de fait un jour concernant le caisson hyperbar, qui manque beaucoup pour tout ce qui est plongée? Bonne question, excellent. Écoutez, je crois que ça a été traité en Assemblée de province ce matin même, donc par les élus. Moi, je ne suis que, on a plein de scoops aujourd'hui, technicien. Le RFO était à l'Assemblée de province, donc c'est pas du tout un scoop. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, c'est pas de mon domaine de compétence de parler du caisson hyperbar, mais je crois que la solution est en bonne voie. Espérons que ce ne sera pas l'Arlésienne, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et ça n'aboutit jamais, quoi. Étant plongeur moi-même, j'espère ça. Je crois que la décision a été prise aujourd'hui, mais... Le journal tout à l'heure. Voilà, à 19h30. exactement. Regardez le journal. Merci monsieur d'être venu. Petit clin d'œil, parce que vous avez travaillé, entre autres, je le sais, avec Nathalie Delay, pour qu'il soit possible de filmer pour la première fois, c'est en 92, cette réserve Merlet, avec ce bateau l'Isabelle, avec, entre autres, Paddy Nathalie, André Bargiban, qui est un plongeur hors pair, hyper connu. C'est bien sûr des images de Claude Breténier, un reportage de Nathalie Delay, Océanos, beaucoup de poésie. C'était la toute première fois pendant une semaine qu'une équipe était partie filmer avec émerveillement et avec quelques coups de soleil cette réserve Merlet. Bonsoir Nathalie, reportage. Sanctuaire, lieu saint, lieu tabou enfermant un trésor essentiel, la vie. Méduse, Euryale et Sténo, les gorgones, ont ici jeté les masques barbares des ennemis mythologiques. Méduse a saigné, ses larmes sanglantes ont engendré le corail. En lui, 3 règnes s'interpénètrent, le végétal, le minéral et l'animal. Mythique encore le pouvoir du corail, protecteur.
Alors on vient y vivre, s'y étendre et s'y nourrir. La vie, elle se décline en termes liquides, se noyer, se diluer, s'enfoncer, se confondre dans l'illimité du bleu. L'éternité tranquille. L'eau, source de vie, régénérescence, purification. Le bleu est la plus profonde des couleurs. Elle n'est aussi que transparence, vide de l'air et vide de l'eau. Les mouvements et les sons, comme les ombres, disparaissent dans le bleu et s'y noient. Le silence Voilà, c'était un extrait du reportage d'Atelier télé Océanos 92. Jean-Marie Gouriou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revendeur de bateaux, donc vous avez à longueur de journée des gens qui disent « je veux faire comme dans Miami Vice, je veux foncer sur le lagon, revenir pêcher, etc. etc. » Vous avez travaillé à ce guide du lagon ? Un petit peu, ouais. Comme tous les participants du SIBNC, du Salon des importateurs de bateaux. Voilà, c'était important de préciser. Les 10 dernières années ont vu la mentalité des plaisanciers complètement changer. Ce sont de véritables professionnels qui viennent vous voir en disant tel type de bateau pour tel loisir. Est-ce que les gens savent réellement quel bateau il faut pour leur loisir ? On a effectivement deux types de clientèle. Des gens qui savent parfaitement bien choisir leur bateau et qui sont des connaisseurs. Et des gens qui se confient à nous pour nous demander de choisir pour eux. Donc on essaye de cerner le type d'activité qu'ils vont embrasser en mer. Et à ce moment-là, on peut effectivement les conseiller sur les bateaux. Vous représentez un peu ces importateurs de bateaux ce soir. Quelle est la place des voiliers ? Ces âmes de bateau, c'est vraiment l'âme du bateau. On m'a dit sans montre à bord d'un voilier. Est-ce que les plaisanciers voiliers sont importants sur le territoire ou malheureusement de moins en moins importants ? Les plaisanciers voiliers sont importants, mais c'est un phénomène un petit peu à part de la vente du bateau ici en Nouvelle-Calédonie, puisque souvent les gens viennent avec des bateaux, ils sont très autonomes, donc ils peuvent traverser les mers et aller chercher les bateaux qui en Nouvelle-Zélande ou qui en Australie ou viennent de métropole avec. Donc bien souvent, effectivement, ce sont des gens qui échappent un petit peu aux circuits commerciaux habituels. On m'a dit le parc des bateaux de plus en plus important. En revanche, un problème, on essaie d'en avoir, mais ce n'était pas évident ce soir, le problème des marinas. Est-ce que c'est un problème qui est en train de se régler ou au contraire, les gens de moins en moins ne peuvent sortir ou avoir de bateaux parce qu'il n'y a plus de place dans Nouméa ou un peu dans sa périphérie pour pouvoir avoir son bateau à quai ? Effectivement, on a subi un trop-plein des marinas pour des unités relativement importantes. Mais apparemment, il y a beaucoup de projets de marina qui sont en cours ou de projets de substitution. Donc, Pour terminer, comme aux autres, le bateau du XXIe siècle, le bateau loisir du XXIe siècle, il sera comment ? Je pense qu'on s'oriente en bateau à moteur. Je ne peux pas parler du bateau à voile, mais en bateau à moteur, on s'oriente beaucoup vers un bateau qui soit un compromis pêche promenade et un peu de confort pour madame quand même, donc un bateau un peu sophistiqué. Voilà, ça fait sourire Michel Lafiman, l'assistante. Martine, très rapidement. Oui, pour madame et monsieur. Peut-être un témoignage de Rachel, elle vit sur un voilier et je pense que ça ne va pas être évident de vivre toute l'année sur un voilier, traverser les mers. C'est une question d'organisation en fait, ça fait un peu plus d'un an que nous vivons à bord d'un voilier, d'un ketch. Vous venez de Brest ? Je viens de Brest, mon époux est d'ici, est calédonien. Et donc c'est vrai que tous les deux, on essaye de respecter toutes les règles de sécurité au niveau avant le départ, par exemple, d'une petite croisière, pendant la petite traversée que l'on fait. Et bien sûr, au mouillage, les arrivées au mouillage. Enfin, on essaye de respecter vraiment toutes les règles. C'est vrai que c'est parfois c'est un petit peu contraignant de vivre à bord. Pour certains, enfin, au niveau de la météo, surtout, on s'inquiète beaucoup, surtout quand on est au mouillage toute l'année. Dans 10 ans, vous serez encore sur le bateau ? Dans 10 ans, j'espère être encore sur le bateau, oui. Bien.
Merci en tous les cas du témoignage. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. On va se faire couper par le nodal. Martine, merci. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir en ce week-end pascal. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Nous recevrons Bibi Soediman et puis nous reconsacrerons une autre émission, notamment sur les balises, âge, bassi rouge et tricot vert. Excellente soirée, très bon week-end à toutes et à tous. En pile à l'heure. Merci. Au revoir.
L'élection présidentielle a lieu les 23 avril et 7 mai. Si vous êtes absent de votre commune ou que vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer le jour du scrutin, vous pouvez, sous certaines conditions, voter par procuration. C'est-à-dire choisir un autre électeur inscrit dans la même commune que vous qui votera à votre place. Pour vous renseigner et établir votre demande, vous pouvez vous rendre au tribunal d'instance, au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre lieu de résidence. Informez-vous. Chez McDonald's, j'y ai rencontré Ronald McDonald. Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'était vrai? Ce secret, moi seul le connais. C'est drôle comme ça se passe comme ça chez McDonald's. Moi, Jacques Desange, dans mes salons, pour réussir un brushing, créer des boucles ou du volume, j'ai conçu des nouvelles mousses de coiffage professionnelles. Chez vous, découvrez une mousse fine, légère, qui donne à vos cheveux la tenue nécessaire pour créer la coiffure que vous voulez. Brushing, bouclé ou volume, votre coiffure est toujours réussie. Elle a un maintien parfait et vos cheveux sont beaux, en pleine santé. Mousse de coiffage Jacques Desange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Hey les petits amis, regardez ce que vous avez dans votre Happy Meal McDonald's. Aujourd'hui, voici votre cadeau Happy Meal. Et n'oubliez pas, il y en a un différent chaque semaine. Et oui, ça se passe comme ça chez McDonald's. Na 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 na.